Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur édition spéciale consacrée ce soir aux élections présidentielles françaises et son impact sur ses relations bilatérales avec l'Algérie. Après un premier tour au taux mitigé entre plusieurs partis de gauche, mais également de droite et d'extrême droite, les scores ont été cependant plus clairs entre le parti du Rassemblement national représenté par Marine Le Pen et celui du président sortant Emmanuel Macron En Marche. Deux scores qui en disent long sur le deuxième tour de ces présidentielles attendu le 24 avril. Un tour qui se jouera essentiellement entre deux partis aux antipodes, l'un de l'autre sur le plan politique et sur le plan du programme présenté. Mais la course a déjà commencé pour la collecte et la récupération d'un maximum de voix. On va s'intéresser ce soir à cette voix de la diaspora algérienne en particulier et de la voix de la communauté algérienne de France, souvent sollicitée dans ce genre d'événement. Une campagne de séduction est lancée, surtout que les deux pays, à savoir la France et l'Algérie, entretiennent des relations bilatérales complexes. On va en parler ce soir avec nos invités. On reçoit sur le plateau M. Nazim Sini. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. Vous êtes membre de la diaspora puisque vous habitez en France. Vous êtes également professeur universitaire, donc professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille 2. Nous avons également en direct avec nous via Skype M. Abdelkader Soufi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes expert en politique internationale. Merci messieurs d'avoir répondu présent pour cette émission. Donc une campagne différemment similaire aux précédentes, si j'ose dire, ce qui pourrait sembler paradoxal. D'un côté, on assiste au même scénario qu'en 2017, à un même discours basé sur l'immigration, sur la crise socio-économique, et d'un autre côté, on remarque que la diaspora est ciblée de manière directe. On voit moins de subtilité cette fois-ci. On peut le voir d'ailleurs dans le discours de Le Pen, qui va s'afficher sur vos écrans. Marine Le Pen qui dit, je cite, « Les Algériens qui vivent déjà en France, qui se comportent conformément au droit français, respectent nous et nos usages et nos coutumes et aiment la France, ses traditions, son histoire, sa culture qui bénéficient d'un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire, ce qui constitue, je pense, la majorité d'entre eux n'ont pas de raison de ne pas être invités à y rester. Les autres, certes minoritaires, doivent partir. » Donc, un discours clairement discriminatoire. On peut même parler de racisme décomplexé. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sini ? Bonsoir. Effectivement, le discours de Marine Le Pen, si vous voulez, suit un peu le discours de son père, qui était Jean-Marie Le Pen, ancien membre et fondateur du Front National, qui est devenu le Rassemblement national. Et si vous voulez, Marine Le Pen, elle a construit son discours politique sur le terreau de l'immigration, aussi de l'islamophobie, et il n'y a rien d'étonnant à cela. Et je dis juste qu'aujourd'hui, si vous voulez, on rejoue un peu le match de 2017 entre M. Macron et Mme Le Pen, oui. Sauf qu'elle semble oublier quelques pans de l'histoire, puisque l'histoire de France a permis de voir la reconstruction de ce pays grâce aux Algériens. Il faut aussi rappeler que l'Algérie a eu un grand rôle pour combattre le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voulez, cette façon de manipuler les faits historiques, de cibler constamment la diaspora, et qui plus est algérienne, pose un véritable problème dans le discours politique. Monsieur Soufi, un discours qui reste à double standard, on vient de le rappeler avec Monsieur Sini, dans la mesure où il fait le distinguo entre la bonne immigration et la mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, c'est un des thèmes les plus importants que nous enseignons. Par exemple, chez nous à l'université de Bida 2, on a mis en exergue avec nos étudiants et pour pouvoir justement donner plus de clarté, plus de compréhension par rapport à ce type de sujet qui touche l'Algérien directement, mais on va parler surtout de l'Algérien qui vit en France, notamment les binationaux. Maintenant, ce discours que nous pouvons entendre, d'abord, si on va considérer l'extrême droite, à travers Marine Le Pen, qui a plus ou moins modéré son discours, mais qui reste toujours moyenâgeux et qui considère toujours cette notion d'immigration comme notion nocive pour l'État français et pour les Français, alors qu'elle ne considère pas l'immigration française vers l'étranger qu'elle considère dans son discours comme étant des expatriés. D'abord, la nuance, elle est là. Ensuite, vous savez,
en France, d'abord, quand on parle de la France en marche, elle est née par rapport à une crise politique grave qui a touché la classe politique, où ni la gauche ni la droite ne pouvaient avoir une appréciation à sa juste valeur par rapport aux citoyens français, et d'où la trouvaille d'un parti qui a rassemblé entre la droite et la gauche. Mais en ce qui concerne justement le parti du Rassemblement français de Marine Le Pen, qui est pratiquement, moi je dirais, qui reste dans la continuité de celui de son père, même s'il y a quelques changements. Néanmoins, moi je parle de la théorie de rôle. La théorie de rôle, donc comme la France en marche est un parti qui tient la route et qui fait justement les affaires de la politique française, on nous fait sortir à chaque fois l'extrême droite pour apeurer justement on va dire, pour sauver la France que pour un programme politique bien établi. Maintenant, nous avons remarqué qu'à chaque fois et à chaque élection, l'Algérie et l'Algérien s'invitent bon gré mal gré lui à cette élection. Oui. Que ce soit les Algériens vivant en France, notamment les binationaux, l'Algérie elle-même en tant que politique, donc en tant que partenaire. Nous, ici en Algérie, nous considérons la France comme étant un partenaire à part entière, comme l'ensemble des acteurs à l'international, que du moment que ce soit la droite ou la gauche ou la France en marche les centralistes, comprennent et apprennent de leurs erreurs du passé et regardent l'avenir qu'on peut construire communément, ensemble, nous, ici en Algérie, on n'a pas de problème, bien au contraire. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora algérienne établie en France, il faut dire que d'abord, les binationaux, ils sont français à part entière et que ces Français, donc dans la configuration de la population française, il appartient aux Français eux-mêmes de régler ce problème entre eux. Ensuite, en ce qui concerne l'immigration, ben c'est simple. Les Français, ils doivent, à leur tour, s'ils sont contre l'immigration comme ils le parlent, ils n'ont qu'à rapatrier leurs concitoyens qui sont aussi, qui vivent à l'étranger. Vous verrez, est-ce que ce discours tient la route que celui de Marine Le Pen. On va développer tous ces points dans un petit moment. J'aimerais qu'on revienne, messieurs, sur la campagne en elle-même. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aucun candidat n'ait tenté de séduire l'électorat de la diaspora en faisant un tour à Alger, comme de coutume, Monsieur Soufi? Cette fois-ci, aucun candidat n'est venu. Non, je ne crois pas que déjà le climat ne le permet pas, le climat politique en Europe. Les changements profonds qui touchent le système international, c'est la crise ukrainienne qui s'est invitée et par conséquent les retombées de l'immigration, notamment, on va dire, les migrants ukrainiens que nous avons vu que par exemple en France ou en Grande-Bretagne, on essaye donc de changer de politique et dire il faudrait rapatrier les immigrés pour céder de la place pour les Ukrainiens. Et là, ce discours-là en lui-même, c'est un discours haineux, raciste, et qui ne prend pas en considération la valeur humaine intrinsèquement. Nous ne parlons pas d'abord, il faut dire que l'être humain dans cette campagne, c'est plus l'homme matériel que l'homme naturel. Ensuite, entre l'homme naturel et l'homme naturel, il y a une préférence pour l'homme blanc aux yeux bleus. Et c'est pourquoi je crois que déjà l'ensemble des crises qui ont touché le monde, notamment donc en particulier la France, économique, sanitaire et s'en suit, oui, ne permet à personne, j'allais dire, de venir en Algérie pour faire de la séduction. Ensuite, le vrai, on va dire, challenge pour le président sortant Emmanuel Macron est d'un ordre sécuritaire par rapport aux Français. Ça veut dire sauver la France d'entre les mains des radicaux plus que
un concurrent direct. On aurait vu peut-être si Mélenchon était passé au deuxième tour direct avec Emmanuel Macron, peut-être qu'on aurait vu un discours totalement différent. D'accord. Vous venez de le citer, hein, une des raisons de l'absence des candidats à cette élection présidentielle à Alger est d'ordre économique. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Sini, que les intérêts économiques français en Algérie ont reculé ces dernières années? Bien sûr. On peut parler de la diversification des partenaires de l'Algérie dans des marchés, la concurrence qui augmente sur des segments stratégiques, l'impact aussi de la pandémie. Hein, oui, tout à fait, c'est surtout ça. Et puis M. Soufi l'a parfaitement rappelé, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. Si vous voulez, la venue d'un candidat à Alger n'a pas été possible parce qu'il y a un contexte international qui est extrêmement tendu, avec le conflit russo-ukrainien. Vous avez aussi 2 ans de pandémie, ce qui n'aurait pas permis d'organiser dans des conditions sanitaires les bains de foule habituels que les candidats apprécient. Mais pour revenir plus précisément à votre question, effectivement, les intérêts économiques français reculent parce qu'ils font face à une concurrence qui est de plus en plus féroce, notamment de partenaires comme la Chine, comme les Espagnols et comme l'Italie. Oui. Et il y a aussi, si vous voulez, et c'est ça qui est un peu plus déplorable, c'est que les relations économiques souffrent aussi parfois des conflits politiques. Nous avons connu avec Paris quelques difficultés, quelques relations, on va dire, conflictuelles et crispées. Et cette crispation des relations diplomatiques a eu un impact forcément sur les relations économiques. Et les deux sont étroitement liés. Et aussi, on assiste à un recul des IDE français qui ont commencé déjà dès 2018, dès 2019, pour diverses raisons, parce que aussi le marché algérien est extrêmement intéressant, mais paradoxalement, il peut paraître difficile d'accès pour ces entreprises françaises, qui ont par ailleurs d'autres facilités. Mais c'est une bonne chose pour nous, parce que ça permet à l'Algérie de diversifier ses fournisseurs, de diversifier ses partenaires, et d'avoir des relations gagnant-gagnant avec des pays qui respectent nos valeurs, qui respectent aussi nos considérations et nos besoins. Monsieur Soufi, est-ce que le fait que le pouvoir actuel soit différent du précédent et qui ne leur offre pas beaucoup de marge de manœuvre pourrait être une raison également de cette non-venue des candidats? Voilà, au fait, regardez. Il y a, on va dire, une mutation dans la doctrine et la pensée algérienne depuis l'avènement de M. Tebboune. Et que, donc, à travers ces 54 engagements où il a mis en pole position la politique extérieure, la diplomatie, mais surtout l'économie. Nous l'avons vu dans sa dernière rencontre avec Blinken, où il a parlé, où il a détaillé quelque part la prospective algérienne vers l'avenir qui se tourne surtout vers le sud, avec ce qu'il a nommé explicitement le pont africain. Et ce pont africain, ça veut dire qu'il y a une stratégie globale qui a été étudiée et établie, mise en place, avec d'abord les potentialités nationales et les capacités de l'Algérie qui a tout mis en place pour pouvoir développer des axes commerçants, des axes d'échange économique, technologique et d'intégration avec les pays africains. Dans un premier temps, ceux du sous-continent, et à travers cela, on passe vers l'extrême sud de l'Afrique. Ensuite, en partenariat avec des partenaires stratégiques particuliers, notamment l'OBOR, One Road, One Belt, One Road, donc la route de la soie de la Chine, oui, mais aussi le partenariat avec les Russes. Nous avons vu aussi entre le choix de donner un privilège que d'être un carrefour de l'énergie entre l'Espagne et l'Italie. Nous avons vu que l'Italie est en pole position de le devenir, oui, surtout par rapport à ce type on va dire, d'échange économique et de fiabilité dans la politique extérieure. N'oublions pas que l'Algérie est un acteur qui compose maintenant avec ses intérêts et qui compose avec les acteurs qui le respectent, tout comme il respecte ses engagements lui aussi. Les Italiens ont toujours été des acteurs ou des partenaires fiables depuis la nuit du temps. Nous savons que durant la décennie noire,
au moment où nos voisins fermaient leurs frontières, au moment où la France nous tournait le dos, et avec plein de questionnements qui faisaient que ça nous poignardait dans le dos, les Italiens étaient là. Et il ne faut pas l'oublier. Et c'est à partir de là que l'Algérie sait reconnaître ses amis. Aujourd'hui, dans cette configuration nouvelle où l'Algérie prend une place de pivot et une place aimant aussi, et qui lui permet, vous avez vu la base diplomatique ces derniers temps, elle n'est pas le fruit du hasard, bien au contraire, elle est le fruit d'une politique mûrement réfléchie en Algérie et qui a imposé le respect aux acteurs internationaux, que ce soit ceux de l'ordre mondial ou ceux on va dire, les forces régionales. Et à travers ça, nous avons vu que les Américains, les Chinois, les Turcs, les Espagnols, les Italiens, les Russes, les Allemands, et j'en passe, composent avec l'Algérie avec un intérêt spécial et exceptionnel, mais surtout dans un ordre de respect, parce qu'ils savent que leurs intérêts, que ce soit en Algérie, qui est un pays d'investissement à ciel ouvert, ou que ce soit vers l'Afrique, dont l'Algérie est la principale portière, ils devront composer avec beaucoup de réflexion et beaucoup de rationalité, et surtout ne pas perdre le cap, parce que ceux qui vont perdre le cap dans un futur proche, ils perdront beaucoup en Afrique. On dit que d'ici 2025, l'Algérie serait le pays émergent de la Méditerranée. Vous avez mentionné l'Italie il y a quelques secondes. L'Italie, le Premier ministre italien qui est venu rendre visite à Alger lundi dernier. 2 jours plus tard, on voit Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, arriver à Alger mercredi. Une visite donc qui intervient 2 jours après celle de l'Italie, une visite qui intervient entre les 2 tours des élections françaises. Monsieur Sini, est-ce que cette visite aurait uniquement un aspect économique ou est-ce qu'elle porte également la question électorale ? Bien sûr, les deux sont concomitantes, vous l'avez très bien rappelé. Mais effectivement, la visite de M. Le Drian a été faite sous couvert de visite économique. Parce que la France souhaite sécuriser ses approvisionnements avec l'Algérie, qui lui fournit malgré tout 15% de son gaz naturel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais aussi, peut-être que M. Le Drian était porteur d'un message auprès des autorités algériennes pour sensibiliser ou amadouer effectivement l'électorat d'origine algérienne qui vit en France. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, on estime à peu près à 3,5 millions à 4 millions d'Algériens vivant en France, dont un tiers qui serait en mesure de voter à une élection française. Donc, juste pour vous rappeler l'importance de ce chiffre, la qualification de M. Mélenchon s'est jouée à 400 000 voix près, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Montpellier, comme Nîmes. Voyez ? Donc, ça veut dire que les Algériens de France ont un pouvoir électoral considérable. Ils peuvent potentiellement faire basculer une élection. Et ça, je pense que l'ensemble des candidats, y compris les 2 finalistes que sont M. Macron et Mme Le Pen, l'ont très bien compris. Complètement. Et en parlant de M. Macron, on va revenir un peu sur cette campagne avant de s'intéresser plus en détail à ces chiffres que vous venez de préciser sur la diaspora algérienne. Macron qui a choisi de jouer la carte de la subtilité. Si on le compare avec Marine Le Pen, il va directement dans le fief de Mélenchon, le Havre, qui représente 30,17% des suffrages pour Mélenchon. On le sait, les électeurs de Mélenchon font pour la plupart partie de la diaspora, selon les observateurs. Chacun séduit à sa manière cette diaspora algérienne. L'immigration ainsi que les questions d'identité et de laïcité sont les premiers sujets sur lesquels les candidats se placent. Une tradition française, si j'ose dire. Monsieur Sini, que cache cette obsession ? Écoutez, vous faites très bien de me le dire parce qu'effectivement, on n'a pas d'équivalent en Europe. Quand on analyse les discours politiques, les débats politiques, le seul pays qui a cette obsession de l'identité nationale, cette obsession de la lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'Autriche. Mais sinon, en Allemagne, en Espagne, en Italie, on ne voit pas assister à ces mouvements, à ces discussions, à ces débats publics autour de l'immigration.
Et si vous voulez, ça a commencé déjà à l'époque de l'ancien président Sarkozy, qui avait mis sur la table l'identité nationale. Parce que je pense que les Français, et la classe politique française dans sa majorité, a une certaine peur ou fantasme autour de ce que peut être l'immigration de demain. Et au lieu d'être dans une forme d'intégration, ils parlent, eux, d'assimilation. Ce qui est complètement, si vous voulez, ridicule et qui n'a pas de sens en soi, d'un point de vue anthropologique et historique. Puisque l'immigration, c'est ce qui fait la force d'un pays. On peut le voir aux États-Unis, on peut le voir en Angleterre, où l'immigration est complètement intégrée, complètement, j'allais dire, assimilée aussi. Mais parce que c'est un processus complètement naturel. Mais ce qui est différent en France, c'est qu'on amène ces sujets-là dans le débat public avec une notion plutôt péjorative, discriminatoire et surtout très orientée. Parce qu'on ne parle pas de la diaspora asiatique, on ne parle pas de l'immigration africaine, on cible particulièrement la diaspora et l'immigration maghrébine, et particulièrement l'Algérie. Mais, si vous voulez, ce fait-là puise son sens et, si vous voulez, son explication dans un fait historique, c'est que la France et l'Algérie se sont livrés une guerre. Et je pense que du côté français, certaines blessures n'ont pas été pensées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on cible beaucoup plus les Algériens que les Tunisiens ou les Marocains, par exemple. Une histoire chargée. Donc, vous venez tout juste de le mentionner, un tiers des Français plutôt d'origine algérienne votent, soit l'équivalent de 1 400 000 à peu près de voix potentielles à chaque élection, ce qui pèse de son poids dans les urnes. Une diaspora très diversifiée qui peut voter de gauche comme elle pourrait voter de droite. Monsieur Soufi, qu'est-ce qui pourrait motiver cette diaspora à voter de droite, par exemple? Qui est ciblé? En fait, vous faites bien de le dire. Donc, déjà scindé en 3 tiers. Un tiers qui vote Mélenchon, le tiers qui vote qui peut voter à l'extrême droite, et un tiers qui peut voter donc justement pour Emmanuel Macron, et le tiers qui va être donc une masse silencieuse, celle qui va s'abstenir. Et c'est là où ça va se jouer justement. Donc c'est par rapport, on va dire, à quelques 600 000 d'abstention que vont se tenter le parti de Emmanuel Macron ou celui de Marine Le Pen. Mais à vrai dire, ce qui est important et qui peut justement faire la force de cette diaspora dans un futur proche, c'est de pouvoir justement se scinder en un seul bloc. Et là, on peut parler d'une force de dissuasion, une force capable justement de dominer la scène politique en France beaucoup plus qu'elle ne peut le faire maintenant ou qu'elle le fait. Et nous avons vu que peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre question, pourquoi les candidats ne sont pas venus en Algérie, il ne faut pas oublier que aussi il y a une crise qui s'est établie entre Paris et Alger, et que cette crise a fait qu'il y a eu pratiquement une interruption totale des relations diplomatiques et autres. Et ce qui fait que ça ne pouvait pas être le cas du moment que l'Algérie impose à la France d'abord de faire son mea culpa, de reconnaître son tort par rapport donc au colonialisme et aux crimes contre l'humanité, de reconnaître aussi donc et d'ouvrir le dossier des essais nucléaires, les 17 essais nucléaires en Algérie, mais aussi le côté mémoriel qui est très important. Complètement. Des points que nous allons développer en fin d'émission. J'aimerais qu'on se concentre pour l'instant sur la diaspora. On va discuter plus en détail sur les relations bilatérales complexes dans un petit instant. Justement, tout cela s'est invité justement dans cette élection, et que la diaspora ne peut pas être en marge de ce qui se passe en politique directe entre Alger et Paris. D'une façon directe ou indirecte, parce qu'une grande partie de la diaspora vivant en France est impliquée dans la politique algérienne ici. Et donc, par conséquent, il y a on va dire, cette double casquette que porte la diaspora. Maintenant, en retour à votre question, qu'est-ce qui fait que une partie vote pour l'extrême droite?
Peut-être qu'il y a une partie qui est bien installée et qui est bien proche de la droite, qui épouse justement cette vision. Et permettez-moi de vous dire, notamment ceux qui appartiennent à des groupes extrémistes, notamment ceux du groupe terroriste, le MAC, et ceux qui appartiennent au MAC et qui sont de nationalité française. Moi, je crois qu'ils peuvent être très proches justement de cette extrême droite, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des Algériens émigrés qui ont toujours un ressenti envers leur pays. Je sais que énormément d'Algériens ont voté pour Mélenchon et qui pourraient maintenant se diriger vers Emmanuel Macron, quoique ils ont toujours sur le cœur ce mandat où ils ont été lésés, et nous avons vu donc cette politique anti-émigrés, anti-gilets jaunes, et tout cela sous forme de crise, justement parce que la crise économique et la crise pandémique ont engendré un mot ou des maux sociaux extrêmement graves, et ces maux sociaux donc ont fait sortir au devant de la scène le discours de haine, notamment contre les immigrés et contre les Arabes de banlieue. Complètement, et vous l'avez bien souligné, le discours qu'utilisent les candidats pour s'adresser à cette diaspora est scindé et se dirige à différentes parties, si j'ose dire, de la diaspora. Les candidats semblent avoir conscience de cette diversité. Les discours, donc, perturbent la diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Oui, je voulais réagir, effectivement. Vous savez, généralement, l'électorat algérien basé en France vote globalement à gauche. Ça, c'est des études politiques qui l'ont révélé, officielles d'ailleurs. Donc c'est très rare, voire marginal, lorsque des Algériens établis en France votent à l'extrême droite. Mais si vous voulez, dans cette élection, il y a une nouvelle configuration politique, c'est que, effectivement, comme l'a rappelé M. Soufi, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu 2 ans de pandémie, et puis il y a un rejet total du bilan de M. Macron. Aujourd'hui, on va dire que les 3/4 des personnes vivant en France ont été impactées par la crise sanitaire et rejettent le bilan et ne sont pas satisfaits de l'action de M. Macron. Donc, est-ce qu'il va y avoir de l'abstention? Certainement. Est-ce qu'il va y avoir une élection, enfin un vote pour Marine Le Pen pour sanctionner M. Macron? Parce qu'il faut dire que les Algériens établis à l'étranger, notre diaspora, n'épousent pas les idées de Marine Le Pen. C'est impossible. Donc ça, ce n'est pas possible, j'allais vous dire. Mais par contre, effectivement, il y a différents courants de pensée et de corpus idéologiques parmi la diaspora, et vous pouvez voir des gens qui peuvent voter pour l'extrême droite. Vous avez d'autres personnes qui peuvent voter à droite parce qu'elles se considèrent comme libérales. Le tout, c'est de savoir comment on peut toucher ces différents électeurs et comment on peut récupérer des voix. La bataille du second tour, elle va se jouer là-dessus. Et j'allais rajouter aussi une chose, vous savez, les candidats qui sont finalistes ont un jeu d'équilibriste très difficile. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adresser à leur électorat de base franco-français, mais également aussi à la diaspora franco-algérienne. Donc c'est là où il peut y avoir une dichotomie, presque une schizophrénie dans les discours, où ils vont dire blanc le matin et noir l'après-midi. Cette schizophrénie qui paraît assez claire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la place de la diaspora algérienne en France est dévaluée? Oui, d'évaluer, et surtout, elle n'est pas fédérée. Quand vous êtes 4 millions d'individus d'origine algérienne, vous devez peser dans l'économie, dans la politique, dans l'enseignement, voyez, dans les différents corps intermédiaires. Vous devez peser aussi dans le gouvernement. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas constitués en force de lobby. Et ça, c'est vraiment une des très grande difficulté et un des grands regrets que nous avons, nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas constitués en un seul corps qui peuvent défendre non seulement les intérêts des Algériens de France, mais aussi de l'Algérie à l'étranger. Alors que d'autres communautés étrangères le font très bien. Je prends l'exemple des Italiens qui vivent en France, des Espagnols, des Égyptiens, même les Marocains, par exemple, qui arrivent à se constituer des groupes d'intérêt, des lobbies, et qui arrivent à pénétrer l'Assemblée nationale française, des groupes du CAC 40. Et ça, c'est un vrai paradoxe d'être la première immigration en France, mais sans poids politique ou économique majeur.
Comme l'avait souligné M. Soufi, on ne peut parler de cette diaspora sans parler des relations bilatérales entre les deux pays qui ont connu un froid en raison des déclarations du président Emmanuel Macron concernant les questions mémorielles et un passé chargé, même si entre-temps la France a présenté ses excuses et que les choses se sont pour le moins apaisées. Si l'extrême droite prend le pouvoir, M. Soufi, quel avenir pour les relations entre les deux pays? Écoutez, moi je pense que ce soit la droite ou la gauche ou autre au pouvoir, il y a toujours l'intérêt du pays qui est mis en jeu. Je ne pense pas que Marine Le Pen puisse aller à l'encontre des intérêts majeurs de la France. Et elle sait, elle, tout comme le sait Emmanuel Macron ou bien Mélenchon, qui étaient, on va dire, les candidats potentiels présidents de la République française, que la relation entre l'Algérie et la France, elle est exceptionnelle et elle est d'ordre à définir justement l'avenir des intérêts français, surtout au Maghreb et en Afrique. Et vous avez vu que, je vais vous rappeler que lors des grands discours, plutôt lors des grands débats entre candidats aux élections françaises, notamment, on se souvient, le débat entre Sarkozy et François Hollande, bien avant Chirac et Mitterrand, oui. Ou l'Algérie, quand elle s'invitait dans le contexte de la relation internationale, ils savent très bien que tous les intérêts de la France et l'action de la France en Afrique, notamment au sous-continent, passent inévitablement par des accords avec Alger, par un partenariat stratégique avec Alger. Sinon, ils ne peuvent pas le faire. Je crois que si Marine Le Pen arrive à accéder au pouvoir, elle va se dénuder de son discours de campagne électorale pour vous dire, et c'est ce que je pense, moi, en tant qu'enseignant à l'université, oui. Que en réalité, les démocraties ou la démocratie est un concept utopique et qu'en réalité, toutes les grandes puissances du monde, ce sont des dictatures à deux têtes. Ça veut dire, si c'est, ça peut être républicain et démocrate, conservateur et travailliste, droite ou gauche, mais l'essentiel, c'est l'intérêt de l'État qui prime indépendamment de celui qui peut être au pouvoir. Et là, je pense que Marine Le Pen, si elle arrive, parce que, on va dire, elle a peu de chances d'y être, mais si jamais elle arrive au pouvoir en France, rappelez-vous de ce que je vous dis là, son discours d'aujourd'hui et son discours de demain seront diamétralement opposés. Et justement, en parlant de discours, on parle souvent de la libre circulation des biens, mais très rarement de la circulation des personnes. Un problème qui ne fait que rendre plutôt plus complexes ces relations, qui sont déjà tendues avec la France, puisqu'on voit grandir le durcissement dans la politique d'octroi des visas par la France. Le nombre de visas accordés a été réduit de moitié, un quota qui risque encore d'être revu à la baisse si Macron ou bien même Le Pen est réélu. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sini ? Écoutez, je trouve ça dramatique parce qu'effectivement, il y a une liberté immuable qui est celle de la circulation des biens et des personnes. Mais j'allais vous dire, cette mesure-là, c'est plus une mesure de rétorsion, puisque Paris reproche à Alger de ne pas reprendre ses ressortissants d'origine algérienne qui sont en situation irrégulière, ce que Alger dément catégoriquement, parce qu'il faut savoir que vous avez des personnes en situation irrégulière qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité. Et l'État français fait un amalgame, considère que toute personne issue de l'immigration clandestine qui parle un petit peu arabe est algérienne. Donc, si vous voulez, il y a un point de tension entre Paris et Alger par rapport à ça, c'est-à-dire la récupération par Alger de ses ressortissants en situation irrégulière. C'est en phase d'être réglé, mais effectivement, tout ce qu'a trouvé comme mesure et comme arme, si vous voulez, Paris, ça a été de bloquer les visas. Sauf que Paris semble oublier que les Algériens sont d'abord avant tout des touristes qui peuvent
financer l'économie française. Faire tourner, voilà. Tout à fait. C'est des personnes qui ont de la famille aussi en France, établies en France, donc il y a une rupture du lien familial. C'est aussi une économie qui est mise à mal, mais aussi nous avons pas mal de chefs d'entreprise qui ont des partenaires, qui ont des fournisseurs, mais aussi des clients. C'est-à-dire que la France est aussi un marché pour l'Algérie et l'Algérie est un marché aussi pour la France. Et vice-versa. Donc c'est pour ça que cette mesure-là est infondée, elle n'a pas de sens, elle a plus une symbolique politique. Et d'ailleurs, l'Algérie n'a pas tardé à répondre, puisque nous aussi, nous avons de notre côté réduit l'octroi des visas pour les Français qui veulent se rendre en Algérie. Complètement. Alger qui demande du respect donc avec cette mesure et qui pose des actes pour prouver sa détermination. Monsieur Soufi, Monsieur Sini parle de mesures infondées. Quel est votre avis sur cette mesure donc, de visa, de baisse drastique du quota? Au fait, moi j'épouse totalement la thèse de M. Sini, mais en plus, moi je veux vous dire, en ce qui concerne le respect donc, entre les deux rives, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin de le demander, le respect, ça s'impose. Et je crois que l'attitude d'Alger vis-à-vis des situations différentes a fait qu'on a obligé les Français à respecter l'Algérie et les positions de l'Algérie. Et ce n'est pas l'Algérie qui est venue au pied de Paris pour pouvoir demander un quelconque égard. L'égard, je crois que l'Algérie aujourd'hui a diversifié justement ses partenaires. L'Algérien est un touriste qui est un homme du monde qui voyage beaucoup. Aujourd'hui, s'il ne lui est pas possible d'aller à Paris ou à Marseille, parce qu'il y a ce problème, on va dire, de langue, surtout parce que il est plus facile pour l'Algérien de passer un séjour et de communiquer, mais très vite, il peut faire son deuil par rapport à ses vacances aux Champs-Élysées. Il y a Rome, il y a Barcelone, il y a Madrid, il y a Vienne, il y a donc beaucoup d'autres destinations et que l'Algérien peut découvrir et où il pourra passer ses vacances. Donc maintenant, le problème tel qu'il est posé, moi je dis que la France essaye d'exercer une sorte de pression ou de marchandage par rapport à Alger parce qu'elle n'a pas trouvé d'équivalent dans la politique qui lui est imposée par Alger, donc elle essaye de la prendre par le point faible qui est celui du citoyen. Donc essaye de pousser le citoyen contre son pouvoir pour dire oui, allégé par rapport à Paris pour qu'on puisse se rendre à Paris. On n'est pas mort si on ne va pas à Paris. Hein. Moi je le disais, il y a beaucoup plus de destinations pour les Algériens où ils pourront passer des vacances extraordinaires, moins chères, avec beaucoup de respect. Et si ça ne tient qu'à cela, les relations entre les deux pays, on peut tout de suite les arrêter. Vous avez vu à un moment où il y a eu ce problème de méchanceté politique par rapport donc à l'Algérie et à la mémoire de l'Algérie, quand il y a eu interruption des relations, les Algériens ne sont pas morts et les Algériens n'ont pas fait du lèche-botte. Bien au contraire, je crois que ce discours est venu de l'autre côté de la rive pour exprimer que l'Algérie n'a pas besoin de Paris, mais plutôt Paris a besoin d'Alger. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partenaires internationaux stratégiques avec qui nous pouvons échanger dans tous les domaines, que ce soit culturel, touristique, économique, technologique, agricole, de l'énergie. Et vous avez vu donc la dernière valse diplomatique concernant l'énergie algérienne. Moi, je pense que déjà, si vous vous rappelez, les derniers temps, le discours du président russe, M. Poutine, quand il dit je crois que nous allons nous diriger vers l'Est. Donc, nous allons diriger nos exportations d'énergie vers l'Asie et vers l'Est parce que nous ressentons qu'il y ait un marchandage, ce qui ouvre justement à Alger une possibilité d'avoir aussi une part importante. Et nous avons un partenaire aussi d'exception qui est l'Italie aujourd'hui. Et nous avons la possibilité de pouvoir dicter aussi notre volonté dans nos relations bilatérales et dans nos relations
multilatérale. Et ça, je crois que les Français l'ont très bien compris. Oui. Ils essayent, tant bien que mal, de sauver la face par rapport à un discours qui est destiné plus à la consommation locale et interne qu'un discours qui est destiné à la relation entre les deux États. Messieurs, vous vous rejoignez donc tous les deux sur un seul même point. La première victime donc de cette situation provoquée par la France serait l'économie française en elle-même. Donc, si on revient à cette campagne, il y a deux scénarios envisagés. Si c'est Macron, on continuera ce qui a été commencé, à savoir sur la question mémorielle, les échanges stratégiques et la politique dans la région du Sahel. Et si c'est Le Pen, on efface tout et on recommence, Monsieur Sini ? Je dirais qu'il y aura certains sujets qui vont être revus notamment. Mais si vous voulez, M. Soufi a très bien fait de le rappeler, c'est qu'il y a des intérêts stratégiques de la France qui ne peuvent être remis à plat et qui peuvent pas être balayés d'un revers de main. N'oubliez pas que la France est engagée sur des opérations extérieures, notamment autour du Sahel, et Marine Le Pen a conscience que l'Algérie est le dernier rempart contre la montée d'une immigration massive qui viendrait de l'Afrique subsaharienne, mais aussi d'actions terroristes qui viendraient de la Libye et de toute la région du Niger. Oui. C'est pour ça qu'elle va devoir, ménager Alger, Marine Le Pen, si elle est élue. Bon, ça serait un scénario catastrophe, évidemment, parce que les relations bilatérales s'en trouveraient affectées, mais elle est tout de même consciente que Alger reste quand même un partenaire extrêmement important et que le couple franco-algérien est à l'image du couple franco-allemand. En zone Méditerranée, c'est des partenaires qui sont immuables, c'est des partenariats qui sont immuables, inébranlables et surtout qui permettent de pacifier toute la région méditerranéenne et de maintenir une stabilité au niveau de la paix, mais aussi du contrôle de l'immigration. Donc, et puis aussi, je pense que Madame Le Pen sera, si elle est élue évidemment, entourée de conseillers qui vont pouvoir renégocier ou rediscuter les relations avec l'Algérie. Puis, j'allais vous dire, de toute manière, elle ne peut pas s'ostraciser, vivre en complète autarcie. Elle sera obligée de travailler avec Alger. Corrigez-moi si je me trompe, si j'interprète bien vos dires. Donc Marine Le Pen, il y aura une grande différence donc, entre la femme électorale et la femme présidente. Tout à fait. Monsieur Soufi, qu'est-ce que vous en pensez? Un dernier mot avant de clôturer cette émission. Est-ce qu'on efface tout et on recommence si Le Pen est réélu, ou bien est-ce que le discours politique de campagne sera ajusté aux intérêts de la France et de sa politique internationale? Vous savez, je pense que le tableau qui vient d'être dressé par M. Simi est extraordinaire. Et il reflète la réalité des choses. Ce que j'ajouterais en plus, quand Marine Le Pen parle de respect, justement, c'est parce qu'ils n'ont pas eu, de par le passé, ce type de discours tenu par un pays qu'ils considèrent comme étant une chasse gardée ou qu'ils considèrent comme étant une ancienne colonie. Ils n'ont pas eu cette... ce front tête-à-tête d'égal à égal entre États, et c'est ce qui chiffonne les Français. Ça veut dire qu'ils descendent du piédestal et ils se retrouvent dans une position horizontale avec l'Algérie. C'est ce qui impose Alger à Paris. Si vous voulez donc qu'on fasse affaire ensemble, il faudrait travailler en partenaire solide, mais d'égal à égal. Oui. Et ce discours est nouveau chez les Français, notamment chez l'extrême droite, quand on sait que Marine Le Pen est l'héritière de son père, qui est un ancien militaire et colon en Algérie et qui porte la haine de l'Algérie dans son cœur, et qui a été l'un des artisans justement du mal fait aux Algériens. Par conséquent, ce discours nouveau pour eux établit une nouvelle sorte de relation, et que Marine Le Pen, même si elle est élue, c'est sûr qu'elle va toucher dans quelques, on va dire, dispositions des relations entre les deux pays, où ça resterait donc des questions suspendues, oui. Mais le fond de la relation, je ne pense pas qu'elle puisse y toucher, parce qu'il y va de l'intérêt majeur de la France, sachant qu'avec la montée du panafricanisme en Afrique, la haine contre la France un peu partout, et la France qui perd du terrain
en Afrique, dans la région du Sahara-sahélienne. Je ne crois pas qu'il est de son intérêt ou de l'intérêt de son pays d'aller, j'allais dire, contre les vagues, parce que la vague marine va se casser. Merci Monsieur Soufi et merci Monsieur Sini de m'avoir accompagné durant cette émission qui malheureusement touche à sa fin. Un petit dernier mot avant de se quitter. Quel est votre pronostic qui deviendra président ou présidente, Monsieur Sini? Écoutez, moi je vais même m'aventurer à donner un chiffre. Okay. Donc je dirais Macron à 52%. Monsieur Soufi? Je ne serais pas loin, moi j'allais dire un peu plus, 53-54 pour Macron. Très bien. Et ça confirme ce que je disais au début de l'émission. Oui. Donc dans les élections françaises ces derniers temps, il y a cette théorie de rôle. Donc l'extrême droite est là juste pour pousser les Français à adopter et conforter Macron dans son futur mandat. Merci. Réponse donc le 24 avril. Merci messieurs donc de m'avoir accompagné encore une fois et merci à vous de votre attention. À 18h, le journal télévisé présenté par Riyad Lahri. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News et Sahaf Turkum.